Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce matin et que vous passez une très bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse, ce programme que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but de partager non seulement nos différentes analyses des marchés avec vous, mais également les opportunités que nous rencontrons sur ce marché de la crypto-monnaie. C'est vrai que cette semaine, nous avons été énormément secoués. Vous voyez, on a été énormément secoués. Il ne suffit que d'aller sur une base hebdomadaire sur CryptoBubble pour remarquer qu'on a enregistré extrêmement des pertes cette semaine. Vous allez voir, vous regardez sur la semaine, vous voyez, sur la semaine, on a des moins 22%, des moins, vous allez, on a des moins 22%, moins 24% pour Virtual, moins 32% pour Une, moins 17% pour Tao, moins 18% pour Burn, moins 8,5% pour Chronos, plus 16% pour ce projet AIOZ. Sui reste tout de même positif, plus 13% pour Sui, moins 8% pour Polkadot, vous voyez un peu. Euh, moins 13% pour ce projet Jupiter, moins 14% pour le projet PP, vous voyez un peu, moins 14% pour PP, moins 9% pour TIA, Celestia, moins 7% pour Avalanche. Donc, vous voyez qu'en gros, on a eu une semaine extrêmement difficile, vous voyez un peu du côté des cryptos, mais on est en train de se réveiller petit à petit, vous voyez un peu, on est en train de se réveiller petit à petit. C'est ce qu'on verra lorsqu'on va passer sur des performances journalières. Vous allez voir que on est plus en train de se relever. Vous allez voir à ce niveau, au niveau, on est là, regardez, au niveau du BTC, au niveau du BTC, on est à 94, on est déjà à 94 000 dollars en enregistrant une performance plutôt. C'est vrai, c'est toujours négatif, mais vous voyez, c'est relativement faible, moins 0,3% sur la journée, vous voyez un peu. Et du côté de l'Ether, bon, du côté de l'Ether, ça reste tout de même difficile, vous voyez un peu moins 1,7%. Du côté du Ripple, vous voyez, moins 2,1% sur la journée. Mais on a des performances positives sur la journée, comme vous pouvez remarquer avec ce projet Avalanche. Avalanche également, plus 0,5% sur la journée. Sui 3% sur la journée. J'ai parlé de ce projet Sui dans la vidéo d'hier. Des projets qui ont cette forte capacité à se relever, ou un peu à se relever après des périodes de crise, ou un peu. Lorsqu'on parle de ces projets, on fait référence aux projets comme Sui, comme vous pouvez le remarquer. Sui est resté tout de même positif sur la semaine, pendant que la plupart des projets enregistraient des performances négatives. On a des projets comme euh, Tonkion, Ton, Ton, Toncoin, ouais, un peu Toncoin qui enregistre moins 1,2% sur la journée. Et des projets également comme Shiba Inu. Shiba Inu essaye de se relever ce matin, mais sur la semaine, ouais, ça reste négatif. Sur le mois, bon, ça reste également très négatif sur le mois. Ouais, donc, voilà par la suite des projets comme Stella. Stella reste très négatif ce matin, très négatif sur la semaine. Bon, et un mois plutôt, bon, plutôt mitigé, ouais, un peu. Un mois pas extrêmement négatif comme ce qu'on a vu avec d'autres projets. Ouais, un peu. Donc, vous remarquez que, comme je l'ai dit hier, il y a des projets qui ont cette capacité à fortement réagir, à fortement se réveiller après une certaine période corrective. Et c'est sur ces projets qu'il faut de temps en temps jeter un coup d'œil, qu'il faut de temps en temps regarder s'il n'y a pas des opportunités à gratter dessus. Parce que ce sont ces projets-là qui
sont globalement haussés dans l'ensemble du marché, comme vous pouvez remarquer. Pour des projets comme Suisse, ce sont des projets qui sont relativement haussés. Et comme vous le savez, je suis un investisseur de tendance. Ouais, je suis un investisseur de tendance. J'investis dans la tendance. Les premières choses à regarder, c'est la tendance. Est-ce que nous sommes haussiers? Est-ce que nous sommes globalement haussiers sur ce projet? Si la réponse est oui, ok, j'essaye d'attendre des périodes comme celle-ci, des petites périodes de creux comme celle-ci. Je cherche un bon point d'entrée et je me positionne. Vous voyez un peu. Donc là, lorsque vous vous positionnez dans des périodes un peu de creux comme celle-ci, à peine 1 ou 2 semaines, vous pouvez réaliser de belles performances parce que ces projets ont cette capacité à vite ressortir du lot, à vite repartir à la hausse, vous voyez un peu. Donc là, ce sont les caractéristiques de ces projets et ce sont ces projets que je vous invite de temps en temps à revenir dessus et tout et tout. Et que j'ai eu à insister dessus dans la vidéo d'hier. Comme vous le savez, c'est une vidéo chaque jour. Vous voyez un peu, à chaque jour, on revient avec des actualités, des analyses qui peuvent vous permettre de maximiser vos profits tout en minimisant les risques. Vous voyez, tout en minimisant les risques que vous prenez sur ce bull en vous partageant des indicateurs de premier rang, la macroéconomie. Vous voyez un peu, en vous informant de tout ce qui se passe globalement sur ce marché. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur ces vidéos, n'hésite pas de liker, abonne-toi les amis, abonne-toi mon ami, abonne-toi, abonne-toi. Ça nous motive énormément. Vous êtes notre plus grande motivation. Derrière cette chaîne, il n'y a aucun lien d'affiliation, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt. Vous êtes notre première motivation et ça va rester ainsi. Vous voyez un peu. Donc, encouragez-nous en likant, en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Donc, là, c'est ce qu'on peut dire sur ces différentes performances des projets crypto ce matin. On va directement switcher à la macroéconomie parce que c'est de ce côté-là qu'on risque d'avoir beaucoup de surprises aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, on va switcher directement sur la macroéconomie en commençant par le calendrier économique de la journée, dans les nouvelles macroéconomiques qui vont potentiellement bouleverser les marchés au courant de la journée. Vous voyez un peu. Donc, on part directement sur la macroéconomie. Là, nous allons sur notre calendrier économique. Voilà. Une fois sur notre calendrier économique, comme vous pouvez le remarquer, on a un certain nombre de nouvelles macroéconomiques qu'il va falloir qu'on surveille cette journée. Notamment le rapport NFP à 14h30, vous voyez un peu. On a ce fameux rapport NFP, donc ce rapport, ce plus gros rapport du marché de l'emploi, vous voyez un peu les amis. Et il faut savoir que ce soit la politique monétaire ou la politique budgétaire des États-Unis, vous voyez un peu, donc la politique que va mener l'État et la politique que va mener la Réserve fédérale, vous voyez un peu, ils ont des mandats sur ce marché de l'emploi et principalement la Réserve fédérale. Donc la Réserve fédérale a ce mandat de veiller à la stabilité du marché, à la stabilité des prix, vous voyez un peu, et de rechercher le plein emploi, vous voyez un peu, et de rechercher le plein emploi. Donc là, aujourd'hui, ce sont des nouvelles qui sont extrêmement surveillées par le marché, extrêmement surveillées par la Réserve fédérale et extrêmement surveillées par le gouvernement américain. Vous voyez un peu. Donc, on s'attend à ce que les salaires horaires, vous voyez un peu, que les salaires horaires connaissent une hausse un peu plus faible ou un peu que ce qu'on a connu le mois de novembre, donc une hausse de 0,3%, un peu plus faible que celui des 0,4% qu'on a eu à observer en novembre. Et déjà, il faut savoir qu'une hausse des salaires, généralement, a tendance à se répertorier sur l'inflation, vous voyez un peu. Donc, lorsqu'il y a une très forte hausse des salaires, les ménages, vous voyez un peu, les ménages ont tendance également à acheter, vous voyez un peu, à répercuter cette hausse des salaires dans leurs achats, vous voyez un peu, dans leurs achats, ce qui provoque mécaniquement, généralement, une certaine hausse des prix.
Ou également lorsqu'il y a une certaine hausse des salaires, vous voyez un peu, les entreprises pour essayer de récupérer, vous voyez un peu, pour essayer de, 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 de récompenser cette hausse des salaires, ils vont répertorier cette hausse des salaires sur les prix des biens et des services qu'ils émettent sur le marché, ce qui va à un certain moment créer une certaine inflation, voire une certaine tension des prix. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on a des nouvelles, on attend une nouvelle comme ceci, l'idéal, voit un peu dans cette période qu'on vit actuellement, l'idéal serait d'avoir une nouvelle relativement faible, voire un peu une donnée relativement faible, soit approximativement égal à ce qui était attendu par le marché. Ou un peu. Donc, l'idéal serait d'avoir peut-être une hausse des salaires un peu plus faible que ce qui est attendu, peut-être 0,2% ou un peu, ou 0,3%, comme ce qui a été attendu. Là, la Réserve fédérale, ça va avoir quel message à la Réserve fédérale? Celui de penser que, OK, les entreprises n'ont plus cette grande marge de manœuvre pour hausser les salaires, vous voyez un peu, ce qui peut à un certain moment représenter certaines difficultés, vous voyez un peu, certaines difficultés qu'enregistre cette entreprise, vous voyez un peu. Et maintenant, cette difficulté-là qui se retrouve dans le portefeuille, vous voyez un peu, dans les salaires des différents ménages, va également, vous voyez un peu, cette difficulté-là va également se répertorier sur le marché. Les ménages vont également avoir du mal à boucler leur fin de mois, vous voyez un peu, à faire les achats, ce qui va créer également une certaine euh, tension sur les biens et services disponibles sur le marché, vous voyez un peu, une faible demande. On va observer une faible demande sur les biens et services sur le marché, ce qui peut à un certain moment créer cette, à court terme, vous voyez un peu, cette baisse des prix, lorsque la demande est faible, comme vous le savez, les prix des biens et services ont tendance de chuter dans le but de trouver le juste milieu entre cette offre et la demande, vous voyez un peu, de trouver le juste prix. Donc là, l'idéal serait de voir des données sur la hausse des salaires moyens légèrement inférieure ou égal à ce qui a été attendu. Mais il faut que cela soit inférieur à la période précédente du mois de novembre. Et on a également le nombre d'emplois créés dans le secteur non agricole. Un peu. Déjà, les données attendues sont inférieures, c'est-à-dire 164 000 emplois qui sont attendus. Donc, le marché et l'ensemble des intervenants du marché, c'est-à-dire nous, nous attendons à ce que l'économie américaine ait créé 164 000 nouveaux emplois euh, au courant du mois de décembre, inférieur aux 227 000 emplois créés au mois de novembre. Vous voyez un peu. Donc, l'idéal, bien évidemment, ici serait également d'avoir un peu des données relativement inférieures à ce qui a été attendu, voire un peu inférieur à ce qu'on a eu la période précédente, c'est-à-dire les 2000, les 224 000 nouveaux emplois observés en novembre. Voire un peu. Donc l'idéal serait d'avoir quelque chose d'inférieur à cela. Donc pourquoi est-ce que je dis que l'idéal serait d'avoir quelque chose d'inférieur à cela? C'est parce que vous voyez un peu une certaine hausse du nombre d'emplois créés se répercute directement sur le taux de chômage. Un peu. Et lorsque on a extrêmement d'emplois qui ont été créés, qui sont créés chaque jour dans une économie, cela réduit le nombre de chômage et cela crée également une certaine difficulté pour les entreprises à recruter, vous voyez un peu, des personnes qualifiées, ou un peu, à recruter des personnes qualifiées, parce qu'il y a extrêmement d'offres, il y a extrêmement d'offres d'emploi sur le marché, vous voyez un peu. Et maintenant, pour réussir à attirer ces personnes qualifiées, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont proposer des salaires un peu plus compétitifs, ou un peu, ils vont proposer des salaires un peu plus compétitifs, c'est-à-dire on va se retrouver encore avec une hausse des salaires, une hausse des salaires
des salaires, ou un peu une hausse des salaires. Donc, l'idéal serait d'avoir quelque chose d'inférieur à ce qui a été attendu ici, inférieur à la période précédente. Donc, globalement, des données qui montrent euh, un certain essoufflement, un certain essoufflement du marché de l'emploi parce que jusqu'à présent, le marché de l'emploi américain est resté extrêmement tendu depuis toute l'année 2024, toute l'année 2023. Le marché américain est resté extrêmement tendu, donc l'idéal serait d'avoir des données qui montrent un certain essoufflement de ce marché-là, ce qui va à un certain moment interpeller la réserve fédérale que, attention, monsieur, dans le but de contrer l'inflation, vous pouvez créer plutôt une crise économique. Ouais, un peu. Et là, la réserve fédérale devrait potentiellement intervenir d'un moment à l'autre. Donc, du côté du taux de chômage, bien évidemment, l'idéal serait d'avoir, pour nous, l'idéal serait d'avoir un taux de chômage qui monte légèrement, donc pratiquement 4,3%, ou un peu supérieur à ce qui est attendu, supérieur à ce qui, euh, aux données de la période précédente, voyez un peu. Donc là, comme je l'ai dit, globalement, on aimerait avoir un marché de l'emploi qui s'essouffle légèrement, voire un peu qui s'essouffle légèrement, mais pas trop, voire un peu, mais pas trop. Parce que si on a également des données qui sont extrêmement négatives, ça va créer une certaine panique. Un peu, on risque d'avoir une certaine panique sur les marchés et dans ce cas, au lieu d'avoir un marché qui se comporte bien tout en anticipant une certaine baisse des taux de la réserve fédérale, on risque d'avoir un marché qui va dans tous les sens et qui chute extrêmement, tout simplement parce qu'elle anticipe fortement une crise économique. Donc, vous voyez un peu. Donc, l'idéal serait d'avoir une certaine, des données qui montrent un certain ralentissement de ce marché de l'emploi, euh, un certain refroidissement de ce marché de l'emploi, mais pas un refroidissement extrême. Vous voyez, pas un refroidissement extrême. Donc là, avec ces données, on risquerait d'avoir une certaine hausse des probabilités d'une baisse des taux d'intérêt de la réserve fédérale. Donc on va passer directement sur ces fameux taux d'intérêt de la réserve fédérale. Vous allez voir, on est là, on va passer sur ces taux d'intérêt de la réserve fédérale. Nous sommes sur ces taux d'intérêt de la réserve fédérale. La décision, vous voyez, la décision de la Fed sur ces taux d'intérêt sont prévues. Vous voyez un peu, on parle du 29 janvier 2025 à 20h, bien évidemment. Donc, dans 2 semaines, 5 jours, 12 heures, vous voyez un peu. Donc, actuellement, on a des taux dans cette fourchette de 4,25, 4,50. Donc, les taux d'intérêt sont actuellement dans cette fourchette. Vous voyez, et le marché anticipe à seulement 6,6% que la réserve fédérale devrait baisser ses taux pour un peu de 25 points de base. Donc, on devrait entrer dans cette fourchette de 4%, 4,5%. Donc, de seulement 6%. Et anticipe de pratiquement 93% qu'on devrait, vous voyez un peu, regarder ces taux d'intérêt pratiquement au même niveau. Donc, c'est-à-dire 4,25 4,50%. Vous voyez un peu. Là, c'est ce que le marché anticipe présentement. Mais les données qui vont basculer ces anticipations, ces pourcentages, sont principalement ces données qui sortiront aujourd'hui sur le rapport NFP. Et la semaine prochaine également, on va avoir les données sur l'IPC, l'inflation aux États-Unis qui devrait être publiée la semaine prochaine et devrait également intervenir, voire un peu, euh, devrait également intervenir, voire un peu sur ces anticipations, voire un peu, devrait avoir un très grand rôle sur ces anticipations. Donc jusqu'à présent, le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale garde ses taux d'intérêt pratiquement au même niveau et c'est ce qu'a dit M. Powell lors de la dernière réunion. Vous voyez un peu. Mais avant cela, il y a également M. Trump qui va prendre le pouvoir, ou un peu son investiture, je pense que c'est le 20, c'est prévu le 20 de ce mois. Donc, et M. Trump qui a récemment critiqué les taux de la Réserve fédérale qui sont extrêmement élevés.
mais qui ne s'est pas arrêté là. Il a également critiqué l'inflation qui reste relativement élevée. Donc, vous voyez que il y a problème. Il ne s'est pas arrêté à critiquer uniquement les taux, il a critiqué également l'inflation. Donc, à un certain moment, il critique quand même le travail de la Réserve fédérale. Il se dit comment vous pouvez avoir des taux qui restent relativement élevés pendant aussi longtemps, tout en ayant l'inflation qui reste toujours élevée. Vous voyez un peu. Donc, c'est dans ce sens que M. Trump est allé lorsqu'il a critiqué les taux qui sont relativement élevés jusqu'à présent. Donc, vous pouvez remarquer, là, c'est la trajectoire des taux de la Réserve fédérale depuis le début d'année 2024. On est là. On est là. Comme vous pouvez le remarquer, là, 2024, vous voyez un peu, on est resté à 5,5%, vous voyez un peu 5,5%, 5,5%, 5,5% jusqu'au mois jusqu'au septième mois, vous voyez un peu, jusqu'au septième mois, entre juin, oui, juillet et le mois de juillet, vous voyez un peu, jusqu'au mois de juillet, nous étions restés à ce même niveau des 5,50%, vous voyez un peu, et depuis septembre, on a commencé à assister à une certaine baisse des taux. Au mois de septembre, on a eu baissé de pratiquement 50% d'un coup. Ouais, un peu. Donc, on a eu une baisse de 50 points de base, de 50 points de base d'un coup. Ouais, on est passé directement à 5%. Et au mois de novembre, on a eu une baisse de 25 points de base, ouais, un peu, ce qui nous a ramené à 4,75%. Et au cours du mois de décembre dernier, on a eu également une baisse de 25 points de base, ce qui nous a ramené à 4,5%. Donc actuellement, on est dans cette fourchette-là, 4,5, 4,25, vous voyez un peu. Et bien évidemment, il y a ces données sur le marché de l'emploi, c'est un rapport également sur les données sur l'inflation qui devrait sortir la semaine prochaine. Il y a également les données, les données PCE sur l'inflation ou un peu qui sont extrêmement suivies également par la Réserve fédérale. Donc là, ce sont les nouvelles qu'il va falloir suivre aujourd'hui ou un peu ce rapport NFP qui va extrêmement influencer les marchés, soyez-en sûrs, qui va extrêmement influencer les marchés. Si on a des nouvelles qui sortent relativement inférieures aux attentes, on risque d'avoir un marché qui va se réveiller parce qu'il anticipe une certaine réaction de la Fed, parce qu'on va également avoir une certaine réévaluation des chances d'avoir une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ce mois de janvier, vous voyez un peu. Et dans le cas contraire, si on a des données qui montrent toujours une certaine tension, une certaine force ou un peu de ce marché de l'emploi américain, on risque d'avoir un marché qui va extrêmement chuter, ou un peu qui risque d'extrêmement chuter, risque d'avoir une forte chute, ou un peu. Donc il faut suivre cela extrêmement, il faut extrêmement suivre cela. Si on a des données qui sont favorables au marché, on risque d'avoir une belle hausse ce week-end, ou une très belle hausse de ce soir jusqu'à tout ce week-end. Et dans le cas contraire, bon, ça risque d'être difficile. Donc là, c'est tout ce qui est macroéconomie, ce que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que vous avez aimé les explications. J'ai essayé d'entrer en détail, un peu entrer en détail en vous expliquant mécaniquement comment est-ce que ces données influencent sur le marché, vous voyez un peu, et comment est-ce que ces données sont interprétées par le marché et les différents intervenants du marché. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, les amis, vous le savez ce qu'il faut faire. Likez, laissez juste un pouce bleu. Si vous avez des questions, posez-les dans cette rubrique commentaires. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous êtes notre plus grande motivation. Donc, on va terminer cette vidéo en switchant sur ce qui est technique, en regardant la capitalisation boursière de nos altcoins ce matin. Comme vous le savez, nous revenons toujours dessus et on va également un peu terminer avec la capitalisation, avec la dominance de notre ami BTC sur tout le marché. Donc on va aller très très vite de ce côté parce que ce sont des trucs que qu'on a l'habitude de partager tous les jours, tous les jours. Donc on va switcher de ce côté du niveau de la capitalisation
boursière des Alpes, vous allez voir. Au niveau de la capitalisation boursière des Alpes, vous pouvez remarquer qu'on est ce matin à 334 milliards de dollars de capitalisation et on a chuté hier jusqu'au là à ce niveau jusqu'au 317 ouais 317 milliards ouais. Donc on a connu une forte chute quand même, on a quand même connu une très forte chute. Mais ce que je voulais vous présenter ce matin, c'est cette structure, vous voyez un peu en triangle isocèle, vous voyez un peu, et la cassure a eu lieu du côté de la résistance, ce qui est un signal haussier, vous voyez un peu, et on revient faire le pullback là, et on est protégé par cette zone fétiche des Fibo, vous voyez un peu cette zone fétiche des Fibo qui représente les 61 et les 38% des Fibonacci de la dernière structure haussière, ou un peu de toute cette dernière structure haussière. Donc on est revenu dans cette zone, vous voyez un peu, et elle va jouer ce rôle de résistance, ou un peu de support, elle va jouer ce rôle de support à la baisse. Et généralement, dans cette zone, il y a énormément d'ordres d'achat qui sont exécutés. Vous voyez un peu. Si on a une victoire des haussiers, bien évidemment, on risquerait de connaître cette forte flambée de la valorisation des algues, ce qui va se matérialiser sur le prix des algues, bien évidemment. Et comme vous pouvez remarquer, à chaque fois, je parle de cette alt saison qui n'a pas encore été réalisée au niveau de ces indicateurs. Ouais, un peu. Donc, beaucoup de personnes se posent des questions à savoir est-ce que nous sommes vraiment en train de passer à une période de bear market, tout simplement parce ils ne savent pas si on a déjà réalisé vraiment cette alt saison. Mais sachez qu'on n'a pas encore réalisé cette alt saison. Si on entre aujourd'hui dans une période de bear market, c'est qu'on n'a pas eu de bull run un peu du côté des altcoins, autant pour moi, parce que du côté du Bitcoin, on peut être clair qu'on a eu un bull run. On a fait un nouveau PO à pratiquement 110 000 dollars, ouais, un peu. Et on venait d'où? On venait de pratiquement 25 000 dollars en 2022, ouais, un peu. Donc, on a réalisé un bull run du côté du Bitcoin. Mais du côté des algues, regardez, ça reste mitigé. On n'a pas eu cette période d'excitation, d'euphorie, ouais, un peu. On n'a pas eu. Ouais, on l'a pas eu. Donc, c'est là également euh, euh, reflète ce marché qui a également changé avec des nouveaux acteurs parce qu'aujourd'hui, on a des institutions qui se sont également entrées dans ce marché et à un certain moment, ils n'ont pas ces mêmes critères d'évaluation que nous, les particuliers, nous avons. Ce qui fait que toute la liquidité du marché, à un certain moment, se retrouve uniquement du côté du Bitcoin, ce qui crée cette hausse du Bitcoin au détriment des altes, vous voyez un peu. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué, ce cycle-ci, vous voyez un peu. Mais, comme je l'ai dit, vous voyez, du côté du RSI, à chaque fois qu'on a connu alt saison, du côté alt saison, vous voyez, on a eu des périodes d'extrême euphorique, et jusqu'à présent, au niveau du RSI, nous restons plutôt mitigés, vous voyez un peu. On n'a pas un RSI qui est ressorti de cette zone, vous voyez un peu. Le RSI n'est jamais passé en zone de surachat cette année. Donc, et nous attendons bien évidemment à ce que ce RSI entre dans cette zone-ci. Ouais, un peu. Et c'est dans cette zone-ci qu'on va réaliser des meilleurs multiplicateurs. Et comme je l'ai dit hier, si vous avez la chance de tomber sur ces vidéos, vous voyez un peu, d'investir quand on est encore très bas comme ceci, je vous assure que vous ferez partie des gens qui risquent d'avoir des meilleurs multiplicateurs si bien évidemment on assiste à cette ascension tant attendue, vous voyez un peu. Mais du côté, comme je l'ai dit, du côté purement technique, on a quand même des indicateurs, on a des indicateurs qui nous disent que ouais, c'est vrai que actuellement c'est difficile, mais comme cette structure en triangle isocèle, vous voyez, on a brisé là, on revient faire le pullback. L'idéal serait d'observer par la suite une forte flambée à la hausse, comme si, ouais, une forte hausse. Donc, là, c'est ce qu'on peut dire du côté de la capitalisation boursière des Alpes. On va terminer vite fait avec la dominance de notre ami BTC. Du côté de la dominance de notre ami BTC, bon,
il n'y a pas grand chose à dire ce matin. Vous voyez, on a une dominance qui est remontée au niveau des 58%, voire un peu 58%. Mais comme je l'ai précisé dans la vidéo d'hier, on a brisé cette structure haussière, ce qui signifie que nous sommes repassés haussiers. Rappelez-vous, de ce côté, lorsqu'on avait brisé cette même structure haussière, ou un peu, on a connu encore une forte hausse ou un peu sous forme de pullback. Ouais. C'est une forte hausse. C'est à ce niveau que on a connu cette forte chute de la dominance de notre ami BTC. Donc, il faut juste rester patient et à chaque fois trouver une meilleure allocation de vos cryptos. Comme vous le savez, investissez dans la tendance. Actuellement, le marché est extrêmement dominé par le BTC. Donc, l'idéal également serait d'avoir un peu de BTC dans votre portefeuille. C'est vrai que vous êtes, euh, vous êtes beaucoup plus motivé à avoir des AL parce que vous cherchez des meilleurs multiplicateurs. Mais jusqu'à présent, la crypto qui a donné les meilleurs multiplicateurs, c'est le BTC. On est pratiquement à x4 si on rentre depuis 2022. Ouais, on est pratiquement à x4, x5 pour certaines personnes. Donc, euh, on voit que le BTC a également donné des très beaux multiplicateurs. Donc, si vous pouvez à un certain moment trouver ce juste milieu, essayer d'avoir une certaine exposition à cette crypto, ce serait l'idéal. Ouais, un peu. Donc, les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Sachez que vous êtes notre plus grande motivation. Voyez un peu. En dessous de cette vidéo, en description de cette vidéo, bien évidemment, il y a tous nos liens, que ce soit la chaîne WhatsApp de notre académie, notre page Facebook, mon compte Twitter. Voyez un peu. Abonnez-vous à tous ces réseaux. Voyez un peu, likez la vidéo. Ça nous encourage énormément et ça permet à l'algorithme de partager bien évidemment de bien partager notre vidéo. Donc les amis, je vous souhaite de passer une très bonne journée. À très bientôt, à demain pour une nouvelle vidéo d'analyse, décryptage. Ouais, un peu. Demain, on va commenter